Alors Cécile Roclor, où en est-on en matière de taux de crédit aujourd'hui ? Écoutez Olivier, on est toujours extrêmement bien parce que même si on a vu une petite hausse des taux depuis maintenant une petite année, on touche aujourd'hui les crédits sur 15 ans entre 1,05 et 1,50. Sur 20 ans, on va être un petit peu plus élevé forcément, mais comme vous le voyez sur le graphique, sur 15 ans... On voit le tableau, oui. Oui, sur 15 ans, on est à peine au-dessus des minimums qu'on avait connus lors de la rentrée scolaire de 2016. On avait atteint ce qu'on avait appelé des planchers historiques. On est à peine une quinzaine de centimes au-dessus de ces planchers historiques. Donc ça prouve que le crédit est toujours extrêmement accessible et à extrêmement bon coût. Si on regarde des durées un petit peu plus longues qui concernent la plupart des emprunteurs, il faut être très clair, par exemple sur 20 ans. Là aussi, on va retrouver cette petite quinzaine de centimes, mais ça veut dire qu'aujourd'hui... Alors voilà, on voit le tableau, là oui. C'est l'évolution des taux de crédit sur 20 ans. En gros, en moyenne, on peut dire que quoi, les taux ont été divisés par 4 depuis l'an 2000, en gros. Ah oui, et là, typiquement, vous le voyez même sur 4 ans, le gain, il est énorme puisque les taux ont quasiment été divisés, voire un peu plus que 2. Ça veut dire quoi concrètement pour un emprunteur? Ça veut dire que si j'emprunte 100 000 euros, j'ai gagné une centaine d'euros sur ma mensualité et j'ai divisé le coût de mon crédit par 2, voire plus de 2 si je suis ce qu'appellent les banques un profil premium, c'est-à-dire un profil avec de bons revenus et de l'apport. Donc aujourd'hui, le gain financier il est vraiment très important et heureusement, comme vous le disiez, qu'on a les taux de crédit pour booster le marché parce que les prix viennent malheureusement grignoter un peu ce pouvoir d'achat. Est-ce que vous sentez un ralentissement depuis le début de l'année? Oui, il est très net. Alors, chez Empruntis, on le ressent depuis un petit moment parce qu'en fait, on regarde vraiment les dépôts de demande de financement. Donc, on est bien en amont d'une promesse de vente signée ou d'un déblocage de fonds, comme peuvent le regarder par exemple la Banque de France. Et on note vraiment un ralentissement depuis plus de 6 mois. Là, aujourd'hui, on est à moins... 6 mois. Oui, d'accord. Donc, on voyait bien en fait que les emprunteurs, en fait, ils sont là. C'est les primo-accédants qui portent principalement le marché. Et c'est le projet de résidence principalement qu'on voit là. Donc, c'est 82% des transactions. Les primo-accédants sont là. Certains sont sortis du marché. Valérie en parlera certainement du côté des prêts aidés, en cause le prêt à taux zéro qui a été modifié. Ceux qui avaient suffisamment de pouvoir d'achat sont là, mais ils ne trouvent pas de bien aujourd'hui. On a une pénurie d'offres et c'est pour ça que le marché ralentit depuis plusieurs mois. Pas tant à cause de la hausse des taux de crédit, vous l'avez vu, elle est vraiment très limitée. Plutôt les prix et le manque d'offres aujourd'hui. On a une question de Quentin autour de l'assurance emprunteur. Combien peut-on économiser sur l'assurance emprunteur ? Alors, c'est une très bonne question, Quentin. Ça veut dire qu'il se pose la question de savoir combien il va gagner sur son crédit s'il emprunte en mettant en concurrence, mais aussi sur l'assurance emprunteur. C'est très difficile de faire une généralité. On a souvent tendance à dire qu'il y a un rapport de 1 à 3 sur une délégation d'assurance, c'est-à-dire prendre une assurance à l'extérieur de sa banque. Ça serait bien si c'était aussi simple. Tout va dépendre du profil, puisque en fonction de votre âge, de votre catégorie socio-professionnelle, de la façon dont vous allez exercer votre métier, s'il y a des risques ou pas, et de votre situation médicale, vous allez pouvoir faire ce gain, peut-être un peu moins, voire pas gagner. Ce qui est important de faire, c'est en termes de crédit ou d'assurance, c'est de faire de la comparaison. Donc Quentin, derrière votre ordinateur, il faut faire des comparaisons et voir quelle est la meilleure option. Garantie et coût, on parle souvent du coût en assurance emprunteur, mais il n'y a pas que le coût. Les garanties sont hyper importantes. C'est la seule protection de l'emprunteur. Quels sont les taux les plus bas que peut obtenir ce qu'on va dire un profil premium, un bon profil? Les taux les plus bas? Alors aujourd'hui, au barème des banques, on est à 1,20 pour le meilleur profil. 1,20 sur 20 ans. Oui, sur 20 ans. À ce 1,20, on va pouvoir gagner encore un petit peu en fonction des contreparties que va être prêt à apporter l'emprunteur. Quand on négocie son crédit, on ne négocie pas que le crédit. La banque, elle a envie de vous gagner comme client. Donc elle est attentive aux assurances, à l'épargne, aux services que vous allez souscrire. Et donc vous allez pouvoir décoter un petit peu ces 1,20, peut-être tomber à 1,10, voire à 1, si vous apportez un peu plus de contrepartie, en tout cas celle que recherche la banque. Donc on n'est pas très loin des 1, on est encore à des conditions excellentes pour le marché. Qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité? En matière de crédit? Oui. Alors le taux, forcément, c'est en tout cas le morceau le plus visible, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est celui que vous allez pouvoir comparer le plus facilement en taux nominal, c'est-à-dire le taux vraiment du crédit. Ensuite, il faudra prendre un petit peu de hauteur. On va regarder ce qu'on appelle le TAEG. C'est le taux qui va embarquer le taux du crédit et tous les annexes au crédit que vous allez devoir souscrire. Ça va être l'assurance emprunteur, les frais de dossier, les frais de garantie auxquels on ne pense pas forcément quand on va souscrire un crédit. Et là, vous allez donc comparer en euros sonnants et trébuchants
trébuchant les différentes propositions, mais il faut aussi aller regarder plus loin. Si vous êtes un primo-accédant et que vous savez que c'est votre premier bien, vous allez regarder si vous avez la chance d'avoir touché une banque qui propose la transférabilité du prêt, la possibilité de transférer votre prêt sur un nouveau bien dans quelques années. Il en reste plus beaucoup, mais au vu des taux aujourd'hui, c'est une excellente affaire à faire. Et puis la modularité du crédit, est-ce que je vais pouvoir faire jouer à la hausse ou à la baisse mes mensualités? Valérie nous demande si les taux remontent aux États-Unis, y aura-t-il des conséquences en France pour les particuliers? Alors, ce n'est pas des conséquences directes, parce qu'on est bien dans deux mondes économiques et les taux n'augmentent pas pour les mêmes raisons. Par contre, aujourd'hui, on a une situation européenne qui fait que la BCE commence à dire que les opérations de quantitative easing, c'est-à-dire l'argent pas cher, ça va commencer à se calmer. On voit qu'on a une reprise de l'inflation, ce qui a tendance aussi à faire gonfler les taux de crédit immobilier. Et puis, les banques utilisent aussi l'épargne des épargnants pour prêter pour le crédit immobilier. Et donc là, on va faire entrer un autre élément qui sont les emprunts d'État. Tous ces critères font que, logiquement, on est plutôt dans une période d'évolution à la hausse des taux. Les questions continuent. Yvan nous demande, y a-t-il un pourcentage d'apport idéal pour un crédit immobilier? Alors, le monde merveilleux de Casimir, c'est 10% minimum. Ça veut dire que vous allez payer les frais qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux, donc faussement appelés frais de notaire, les frais de garantie que la banque va vous demander et ces frais de dossier, donc les frais de la banque. C'est le minimum pour commencer à avoir des marges de négociation. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des banques qui vous prêtent sans apport. Aujourd'hui, sur le début de l'année, nous 15. Il y a plutôt des banques régionales que des banques nationales. Ouais. Il y a quelques banques nationales. Mais aujourd'hui, il faut savoir que chez nous, il y a 15% de nos primo-accédants qui n'ont pas d'apport depuis le début de l'année et on leur trouve un financement. Après, ce qui compte, c'est d'avoir consulté la bonne banque, pas celle qui refuse les clients sans apport, mais celle qui les accepte.